Bonjour, je vous enregistre à l'instant la capsule 3 de la série auto-immunité. Alors je viens de décider d'abandonner mon stabilisateur et d'utiliser ma main parce que je partais en promenade pour vous enregistrer cette capsule. Vous voyez que Goliath est très impatient, mais je me doutais de ça, mais je vous confirme que la promenade va être effectivement accompagnée par Oxo. Voilà, Oxo veut aussi partir en promenade. Et donc vous avez la partie animale aujourd'hui, plutôt pour commencer. Hein, regardez le bel Oxo. Et alors il est intéressé par la promenade. Voilà. Et donc, a priori, il va nous suivre. Alors, ça va être un peu chaotique. Mais bon, c'est amusant. Je ne sais pas si vous voyez souvent les chats qui accompagnent les chiens en promenade. Et donc, on va voir ce que ça donne. Bon, alors, il fait très beau. Un peu de ciel bleu ne vous fera pas de tort. C'est le confinement. On a le droit de promener ses animaux de compagnie, chat, chien dans mon cas. Et donc, je vous maintiens la vidéo sur mes petits compagnons. Vous voyez que Oxo, hein, vous voyez en direct, Oxo suit et il suit d'une manière très irrégulière. Vous voyez, Goliath est là, Oxo est derrière. Vous voyez mon ombre projetée. Nous sommes le 7 novembre. Il est 3h30 de l'après-midi. Vous voyez que les jours se raccourcissent nettement puisque mon ombre est déjà très allongée parce que le soleil descend très vite. Et il est grand temps de faire cette promenade à 3. Et je vous confirme que Oxo nous suit. Alors je vais probablement rebasculer la vidéo sur moi-même, parce que c'est peut-être un peu bizarre de faire toute la vidéo à l'envers comme ça, mais bon, vous savez, le paysage est agréable aussi, et ma foi, vous en avez peut-être assez de me voir, et vous avez peut-être envie de voir un peu plus de nature. Je vous rappelle ma conviction, la connexion à la nature fait partie des éléments essentiels à un équilibre général avec Oxo. Un peu à la traîne, mon Oxo, je ne sais pas ce qu'il fabrique. Fait partie des éléments de base avec l'activité physique. Donc aujourd'hui, on a choisi une promenade avec une belle déclivité pour un peu s'essouffler, pour un peu s'exercer au retour. Hein. Donc je vais vous enregistrer la capsule sans être trop hors d'haleine, donc dans la partie descendante. Et puis nous ferons le reste après et on reviendra d'un pas dynamique. Alors regardez ici ce magnifique paysage de Slink, l'Ardenne luxembourgeoise, la première vallée qui se présente ici au pied de cette colline, c'est la vallée du Kirel que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté. Je m'inquiète un peu, je ne vois pas Oxo qui suit. Bon, bah écoutez, ce sera peut-être pour plus tard. Et donc, je vous décris maintenant, il est temps, le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est la muqueuse intestinale, qu'on va présenter aussi comme la barrière intestinale. Hein, c'est un élément essentiel dont le dysfonctionnement conduit à l'auto-immunité. Et cette muqueuse intestinale, une fois qu'elle perd sa propriété de barrière, qu'elle devient poreuse, c'est la situation de perméabilité intestinale, d'augmentation de la perméabilité intestinale. Mais quand on dit perméabilité intestinale, on suggère que c'est déjà trop perméable. On n'est pas obligé de donner le mot augmentation de, hein, ou les mots augmentation de. On peut aussi utiliser le terme hyperperméabilité intestinale
ou leaky gut, qui est une façon en 3 syllabes, hein, avec ce mot qui n'est pas scientifique, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, est une manière d'aller plus vite pour vous décrire la situation. Donc c'est ce leaky gut qui va conduire à la surchauffe du système immunitaire et à son basculement vers des attitudes anormales, comme l'auto-immunité, mais aussi les allergies. Les allergies, c'est aussi une réponse immunitaire en excès et qui donc va s'améliorer, tout comme l'auto-immunité, dans un grand nombre de cas, grande majorité de cas, mais bon, rien n'est garanti, hein, ça vous en doutez bien. En médecine, bon, on fait de son mieux, on obtient des résultats, mais il n'y a pas un résultat automatique. Mais c'est quand même, pour le clinicien que je suis, la leçon de décennies passées à faire ça avec des centaines, si pas des milliers de patients, on a incontestablement des bons résultats. Alors je dois ici m'assurer que Goliath ne file pas. Vous voyez, regardez là. Voilà. Et on veut aller. Goliath, non, 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 par ici. Allez, viens vite. Allez, viens. Au revoir mon Goliath. Viens vite. Viens vite. Non, 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 pas par là. Viens. Allez hop. Parce que il aime bien ce côté-là, parce qu'il va renifler toutes les odeurs. C'est la promenade des chiens du village. Moi, je vais aller dans le fond de la vallée et remonter au pas de course. Bon, disons un pas élastique, parce que je suis dans ma 19e heure de jeûne. Voilà, Goliath nous a rejoint. Je suis dans ma 19e heure de jeûne et j'ai envie de faire ces efforts sur la fin du jeûne et puis de manger après, une fois revenu chez moi. Donc, cette perméabilité intestinale, cette hyperperméabilité intestinale conduit à l'auto-immunité, conduit aux allergies. Toutes ces pathologies sont nettement susceptibles de s'améliorer une fois qu'on travaille l'écosystème intestinal au sens large et qu'on réduit le passage anormal de macromolécules à travers cette muqueuse. Donc développons un peu la fonction de barrière. Hein, voilà tous les environs, parce que vous ne les voyez jamais très bien vu que chaque fois je vous montre ma figure. Aujourd'hui vous voyez un peu l'environnement par ce ciel bleu, ce soleil. Ça vaut franchement la peine, je trouve. Enfin, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes vraiment pas d'accord, eh bien, vous arrêtez la vidéo ici. Mais j'ai des choses importantes encore à vous dire, intéressantes, je pense. Donc, cette fonction de barrière, affinons un peu la notion, parce que ça peut être un peu confus, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie, ce que je pense être le cas de la majorité de ceux qui vont visionner cette capsule, puisqu'elle est faite pour le grand public. Mais elle peut aussi intéresser les professionnels qui ont peut-être des petites choses à aller grappiller pour compléter leur connaissance et profiter un petit peu de mon expérience. Et cette barrière, donc, n'est pas censée laisser passer les macromolécules. Hein. Elle ne laisse passer que des nutriments, que des molécules désirables qui sont dans une grande majorité, mais pas exclusivement, mais enfin on peut simplifier en disant que les nutriments, donc des molécules de petite taille, comme des minéraux, des éléments traces, hein, des minéraux comme le fer, le magnésium, le calcium, des éléments traces comme le sélénium, le zinc, l'iode, des vitamines évidemment. Hein, l'absorption par exemple de la vitamine B12 est un vrai parcours du combattant, c'est incroyablement complexe. J'ai d'ailleurs un article sur mon site internet à ce sujet-là. Allez le voir, c'est impressionnant, ça vous en dit long sur les merveilles du corps humain et sa complexité. Et ce que je vous décris dans cet article
c'est vraiment la physiologie. On ne vous parle pas de choses anormales dans cet article, on vous parle de la manière dont ça doit se dérouler dans un cas sain, chez des patients en bonne santé. Et c'est tellement complexe que vous comprenez qu'il y a quand même une difficulté à absorber cette vitamine B12. Et donc la vitamine B12 sera souvent une des premières victimes de la malabsorption. On trouve vite des déficits en B12 chez des gens qui ont une muqueuse intestinale enflammée, perturbée et poreuse. Alors, écoutez, si vous êtes attentif, quand je vous dis que la vitamine B12 aura du mal à être absorbée par une muqueuse intestinale poreuse, si vous êtes bien éveillé, là, parce que, bon, ceci est quand même un sujet important, je demande toute votre concentration. Il y a une contradiction inhérente à ce que je viens de dire. Comment est-ce que ça peut être mal absorbé si c'est poreux? Vous me direz plutôt l'inverse, ok? Eh bien, non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'une muqueuse intestinale poreuse laisse passer des macromolécules entre les cellules qui constituent la muqueuse. Alors, je vous rappelle que la muqueuse, c'est une barrière faite d'une seule couche de cellules. Okay? Il n'y a que un étage de cellules et on les appelle des cellules palissadiques. Elles forment une palissade. Ce sont les entérocytes. Donc, nous sommes dans l'intestin grêle. Hein. Nous ne sommes pas dans le côlon ici. On absorbe dans le grêle, pas dans le côlon. Dans le côlon, on réabsorbe l'eau et c'est ce qui permet la formation de sels moulés dans l'idéal des cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est ça qu'on doit absolument obtenir. C'est des sels moulés, ni durs et encore moins passer des jours, mais pas non plus de sel molle. Sel molle, bon, ben, si vous voulez des exemples, hein, il y en a ici dans les champs, puisqu'il y a des vaches qui pèsent, bien que je ne les vois pas pour le moment, elles doivent être de l'autre côté, et encore moins évidemment des sels liquides. Donc cette absorption des macromolécules ne devrait pas se faire, et ça c'est la conséquence de la porosité. À cause de la porosité, vous avez cet afflux de grosses molécules qui passent entre les cellules de la palissade, entre les entérocytes qui constituent cette palissade. Et évidemment, ces entérocytes sont attachés entre eux. C'est ce qu'on appelle les jonctions serrées. C'est un complexe de protéines qui ressemble très fort à une tirette éclair, okay, à un zip. Hein, c'est vraiment un mimétisme assez frappant quand on regarde des photos prises au microscope électronique. Vous avez cet entrelacement de protéines qui sont bien identifiées, etc. Tout ça se trouve aussi sur mon site internet dans des conférences relatives à l'écosystème intestinal. Et normalement, tout ça tient ensemble. Mais nous avons un système en place, tout à fait physiologique, normal, à condition qu'on ne le pousse pas trop loin, pour entrouvrir ces jonctions serrées, comme entrouvrir en descendant un peu le zip. Okay? On ne comprend pas à 100% les raisons de cette ouverture des jonctions serrées. On pense que ça peut être un système destiné... Bon, voilà, Goliath s'est aventuré dans le champ. Bon, je ne vois pas ça d'un très bon œil. Cette ouverture des jonctions serrées aurait pour but, puisque je vous parle de physiologie ici, hein, c'est une ouverture modérée, hein, c'est une entre-ouverture, si j'ose ce néologisme, aurait pour but de flusher, donc de repousser des attaques microbiennes, bactériennes, hein, avec un flux venant de l'intérieur de l'organisme et donc chasserait les bactéries vers l'extérieur par
cette ouverture momentanée, temporaire de la jonction serrée. Et alors, la protéine qui déclenche cette ouverture, c'est une protéine que le professeur Alessio Fasano a identifiée, a découverte, vous voyez, qu'on ne connaissait pas encore tout, et ça reste vrai 20 ans plus tard, il a découverte en 2000, hein, et cette protéine s'appelle la zonuline. Alors moi je dose souvent la zonuline dans le sang des patients, parce qu'évidemment quand ce taux est trop élevé, on a une sorte de preuve biologique d'une augmentation de la perméabilité intestinale. Bon ben voilà, j'ai perdu mon Goliath. Ah le voilà, regardez, il apparaît. Et alors? Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Vous assistez vraiment à la promenade avec toutes ces... Je suis désolé pour tout ça, mais regardez, bon, c'est mignon. Alors, cette zonuline a donc un rôle physiologique, mais il ne doit pas être exacerbé. Hein. Tout ça reste dans des nuances, il y a des équilibres à respecter. Il ne faut pas être envahi de bactéries, donc quand il y a une pression bactérienne trop forte, il est probable que l'organisme décide de sécréter davantage de zonuline et on repousse l'envahisseur. C'est un peu l'analogie avec j'ai envie de faire une analogie avec les châteaux forts, bon, et les machicoulis et les grandes cuves d'huile bouillante qu'on balançait sur les attaquants qui essayaient d'envahir le château. Voilà un peu le scénario que je vous propose d'imaginer. Mais tout ça se fait, voilà, c'est une lutte. Les deux camps peuvent momentanément prendre le dessus et puis finalement les choses se rééquilibrent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la zonuline va voir sa sécrétion exacerbée par la gliadine. On a la preuve scientifique, formelle, que la gliadine augmente la sécrétion de zonuline. Donc la gliadine augmente la perméabilité intestinale. La gliadine est c'est pas vraiment une, parce c'est une famille, il y a plusieurs gliadines, mais écoutez, on va faire simple. On va dire la gliadine, mais c'est une simplification. La gliadine a pour effet d'augmenter la perméabilité intestinale. La gliadine est donc cette protéine, cette famille de protéines abondante dans le gluten. Dans le gluten, vous avez les gliadines et les gluténines. Et donc, si vous mangez du gluten, vous mangez de la gliadine, vous augmentez la perméabilité intestinale. Ce n'est donc pas une très bonne idée. Moi, je prétends que ce n'est pas une très bonne idée pour quiconque. Tout est une question de modération. Si vous faites une consommation, si vous respectez une consommation de gluten modérée, de temps en temps, à certains repas, etc. Le problème, c'est qu'à notre époque moderne, il y a du gluten partout. Il y a du gluten dans tous les repas. Si vous mangez des aliments préfabriqués, des aliments industriels, des repas tout faits, il y a du gluten. Il y aura du gluten à chaque repas, sans parler de vos encas et de vos snacks, dont je soupçonne fort qu'ils puissent glisser vers les biscuits ou voire même, vous savez, il y a souvent un peu de farine, une poudre qui contient du gluten sur les chips par exemple, vous voyez, les chips que vous pourriez consommer comme ça, comme encas, et je peux vous dire tout de suite, c'est le pire encas possible et imaginable. Donc évidemment, c'est un non absolu. Bon, voilà les vaches, donc là, je dois vraiment mettre la laisse. Goliath, vite, 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 vite. Allez, vite, allez, non, mets la laisse. Oui, parce qu'il y a des vaches, tu vas aller courir après les vaches, alors ça va parachever les problèmes inhérents déjà à cette vidéo. Donc, voilà, il y a trop de gluten dans l'alimentation moderne.
Il y a donc un gros problème de surproduction de zonuline à cause de la gliadine apportée par ce gluten. Donc moi, je ne suis pas pour le gluten, mais je ne suis pas pour l'interdiction du gluten, sauf si vous avez des problèmes d'auto-immunité. Vous avez des problèmes d'auto-immunité, pas de gluten. Ce n'est pas négociable. C'est absolument rigide parce que c'est l'application, point par point, de vérité scientifique. Alors, ce n'est pas ma faute si les spécialistes de médecine par une approche classique dans les maladies auto-immunes ne vous parlent pas de ça. Mais ils devraient vous en parler. Ils devraient vous en parler. Oui, aujourd'hui, je vous fais la partie animalière et la partie culturelle, le tout dans le même shooting. Donc, quand j'en aurai fini, vous n'aurez pas une petite clôture animalo-culturelle. Aujourd'hui, il n'y a rien de très culturel. J'espère que ce que je suis en train de vous raconter est quand même un peu culturel. Mais sinon, vous voyez comme elles sont jolies, les vaches ici. Regardez, elle vous dit bonjour. Bonjour madame la vache. Oui, c'est joli, hein. C'est paisible, hein. Les vaches, c'est très paisible. Moi, je trouve ça très, très relaxant de voir les vaches et des veaux. Celles-ci n'ont pas de veaux, mais il y a beaucoup de veaux dans les prés autour de chez moi. Alors, cette consommation de gluten, donc interdite chez les auto-immuns, interdite aussi en cas de rhume des foins, etc., parce que vous allez voir les améliorations. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres capsules, donc je ne fais ici que me répéter, mais c'est important de se répéter. Alors, revenons à l'absorption des nutriments. Elle se fait non pas entre les cellules, parce que ce que le corps propose, et c'est très sophistiqué, très fin, ce que le corps propose, c'est une absorption sélective. Bon, je vais prendre l'exemple du fer, c'est absolument impressionnant. Si on va voir, je n'ai pas évidemment la possibilité ici d'entrer dans tous ces détails-là, mais l'absorption du fer est extrêmement sophistiquée. C'est absolument remarquable. Le corps va absorber plus de fer s'il y a un manque, moins de fer s'il n'a pas de manque, et va vraiment freiner l'absorption s'il est saturé de fer. Donc ça ne se fait pas de manière passive par des trous entre les cellules, etc. Ça se fait par des transporteurs spécifiques. Il y a évidemment un transporteur spécifique du fer dans la membrane de l'entérocyte, dans l'intestin grêle, et ce transporteur spécifique va adapter son travail d'importation du fer en fonction des besoins ou de la saturation des réserves de l'organisme. Et la maladie génétique qu'on appelle l'hémochromatose, que certains d'entre vous connaissent peut-être, de nom en tout cas, qui a pour conséquence une accumulation du fer qui peut être quand même très toxique à long terme, pas à court terme, mais à long terme, ça empoisonne tous les organes, y compris pas seulement le foie, mais aussi le cerveau, les testicules, la rate, enfin tous les organes sont empoisonnés. Le fer est un métal lourd, hein. Et ça, c'est une maladie génétique. Donc il y a plusieurs variantes, mais qui en résumé détruit le réglage fin qui permet d'adapter l'absorption du fer aux besoins. Et alors on absorbe du fer même quand on n'en a pas besoin, d'où l'excès qui se construit contre toute logique à cause de cette perturbation génétique du mécanisme d'importation du fer. Donc tout ça, ça se fait au niveau de la muqueuse intestinale, mais par l'entérocyte. Donc il y a deux types d'absorption. Les petites molécules sont absorbées de manière sélective, et c'est un processus actif, donc qui coûte de l'énergie. Il faut des molécules d'ATP, qui est de l'unité énergétique de l'organisme, pour absorber ces nutriments
c'est un travail. Et tout travail demande salaire, ou en tout cas, tout travail coûte de l'énergie à l'organisme. Hein. Toute opération, ce transport, voilà, doit fonctionner à coût d'ATP. Par contre, le passage entre les cellules, mais qui normalement n'est pas autorisé, est un passage passif. En tout cas, quand on est dans un état pathologique de leaky gut, il y a des ouvertures entre les cellules, les jonctions serrées. Je vous fais des tours parce que Goliath est en train de saucissonner avec la laisse. Cette absorption entre les cellules peut se faire, si elle est présente et anormale, peut se faire passivement. Mais elle est normalement interdite. Elle survient dans des conditions pathologiques de leaky gut. Voilà. Oui, vous commencez à comprendre un peu comment ça se passe. On est protégé par ces jonctions serrées, ces fermetures éclairs qui tiennent toutes les cellules de la palissade ensemble, les unes contre les autres. Une analogie que je donne souvent, je compare avec une palissade en bois qui marque la limite de votre jardin en imaginons une propriété pas loin de la mer, avec les vents marins, hein, l'humidité, l'iode, etc. Eh bien, si votre palissade est mal entretenue, est en mauvais état, vous allez avoir des ouvertures entre ces planches de bois qui forment la palissade. Et bon, l'inconfort évidemment avec votre maison de campagne, c'est d'avoir du vent et des embruns qui passent et qui vous perturbent alors que vous essayez de lire votre journal à l'abri de cette palissade. Mais la comparaison dans l'organisme, c'est que vous avez un envahissement de macromolécules qui ne devraient pas passer par là et qui vont rendre votre système immunitaire fou furieux, lequel va attaquer toutes sortes de choses qu'il ne devrait pas attaquer, que ce soit des pollens, des poussières, des poils de chat. Oui, au fait, le chat, il n'a pas suivi aujourd'hui. Hein. J'espérais vous le montrer toute la promenade, mais bon, ce sera pour une autre fois. Vous avez eu beaucoup de Goliaths, vous avez eu des vaches. Bon, je crois que vous n'avez pas à vous plaindre. Et donc, ces réactions vont également toucher des protéines du soi. Hein, et c'est ça, évidemment, la définition même de l'auto-immunité. Voilà, j'espère que je commence tout doucement à construire l'image, à construire le scénario pour que vous compreniez bien pourquoi vous ou d'autres souffrent d'auto-immunité. Voilà, le temps est écoulé. Je vous propose de reprendre cette discussion la semaine prochaine. À bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir.